Bonjour Victor et merci d'être avec nous dans ce format hors série du documentaire Work in Progress. Tu es l'un des cofondateurs de Comet Meetings que vous avez créé en 2016. Alors à l'époque, le concept Future of Work n'était pas encore autant à la mode qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était votre postulat de départ ? Écoute, on avait deux postulats différents, un postulat qui était rationnel, un autre un peu plus émotionnel. Le postulat rationnel, c'est que le monde de l'immobilier a assez peu évolué depuis 50 ans et que 6 ans, c'est à la fois la durée moyenne d'un bail et que c'est en même temps l'espérance de vie moyenne d'une boîte alors que c'était plutôt 20 ans il y a 50 ans. Et donc, il y a un gros problème d'adéquation et de manque de flexibilité sur ce marché. Et de l'autre côté, expérience plus personnelle, qui est qu'en tant que consultant en strat avec mes associés Maxime et Nicolas, on avait organisé, animé, subi un nombre de séminaires et de réunions stratégiques importantes. Et on réalisait bien que les réunions sont le moment où se prennent les grandes décisions dans une boîte et qu'en même temps, ils sont généralement dans les endroits qui ne sont pas du tout adaptés et que le fond étant porté par la forme et par les lieux, naturellement, souvent, ça se finissait assez mal. Ok, donc problème de fond et de forme. Et vous vous êtes dit, nous on va changer tout ça, on va créer le lieu et peut-être même les bonnes pratiques pour créer les bonnes réunions, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, on est parti de notre expérience personnelle en se disant, on en a marre de détester les réunions. On n'est probablement pas les seuls à avoir un problème avec ça. Et donc, on va essayer de faire en sorte de faire beaucoup moins de réunions qu'avant. Mais lorsqu'on en fait et qu'on en fait des bonnes, s'assurer qu'on se place nous et qu'on place ensuite les gens qui voudront bien nous suivre dans l'environnement parfait avec le bon service et le bon conseil aussi sur le contenu. Et alors, de quoi est-ce qu'elle est faite une bonne réunion ? Combien il y a de personnes qui participent ? Combien de temps est-ce qu'elle dure ? Parce que parfois ça a l'air d'être très long, on s'endort, surtout quand c'est sur du Zoom, on passe la journée derrière l'écran, on est fatigué. Et puis, est-ce qu'il y a une organisation précise ? Est-ce qu'au fil du temps, vous avez accumulé des bonnes pratiques sur le sujet ? Il n'y a pas un conseil, il y a plein de conseils. Et en fait, c'est une somme, une bonne réunion, c'est la somme de plein de moments où tu t'es pas pris les pieds dans le tapis, ou même tu as plutôt pris les bonnes décisions, et ça se fait dans la préparation de la réunion, qui t'invite. Avant tout, est-ce que tu dois te réunir ou pas ? Est-ce que tu dois faire une réunion ou est-ce que tu ne peux pas juste gérer ton problème de solitude tout seul en travaillant de ton côté ? Donc, préparer en amont, se demander qui inviter, pourquoi, et concrètement mettre tout le monde déjà dans le bon bain en envoyant l'ordre du jour en avance, en envoyant les éléments à lire au préalable, et ainsi de suite. Ensuite, pendant la réunion, c'est crucial, s'assurer que tout le monde soit bien aligné, qu'il n'y ait pas de distraction, mais qu'en même temps, t'évites que Michel parle pendant 2 heures et que tout le monde soit endormi au bout de 10 minutes, et ainsi de suite. Et là, tu as une somme de choses à faire ou à ne pas faire. Et sur l'après, parce que tu vois, ce qu'on me disait en conseil avant, c'était qu'une réunion sur 2 n'a pas de prochaines étapes, ou bien des prochaines étapes qui ne sont pas suivies, et donc elle a servi à rien. Et c'est vrai aussi. Et donc c'est parce qu'il y a une soixantaine, selon nous aujourd'hui, de choses à faire ou à ne pas faire, qu'on a par exemple sorti un petit bouquin il y a 2 ans, qu'on donne gratuitement à nos clients, qui est la Co-méthode. C'est les 60 conseils pour arrêter de rater ces réunions. Voilà, donc il y a plein de choses, et de fil en aiguille, en accueillant là, on a accueilli plus de 200 000 clients depuis notre ouverture de notre premier site. On accumule des conseils et on essaye d'être meilleur. Et les réunions se passent du coup de mieux en mieux. Alors il y a toute une question de fond et puis il y a une question de forme aussi. En me baladant dans les différents bâtiments, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que vous avez mis en place plein de pratiques de nudge que vous aviez. Donc par exemple là on voit derrière nous les garages à smartphone en se disant en fait on va dire aux gens de charger leur téléphone, mais c'est surtout pour les empêcher d'utiliser le téléphone pendant la réunion. Puis il y a d'autres choses, il y a les calories qui sont marquées sur les marches quand on monte les étages, j'imagine qu'il y en a encore d'autres. D'où est-ce que ça vous est venu comme idée ? Pourquoi avoir mis en place ? Est-ce qu'il y a un rôle d'accompagnement aussi, j'imagine, des clients ? On a lu beaucoup de choses sur ce qui fait une réunion réussie ou non. On s'est aussi beaucoup posé de questions, je te le disais, sur nous, comment est-ce qu'on ressentait nos réunions et comment est-ce que chez Bain et McKinsey, où on a bossé pendant des années, on les avait ressenties. Et on s'est demandé si on voulait adopter plutôt un ton professoral, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement, ou au contraire si on voulait un peu gamifier et le rendre sympa. Et donc on s'est dit qu'on voulait créer des bâtiments dans lesquels on se sentait bien. Et donc typiquement dans chaque bâtiment, on a 400 petites phrases qui sont parfois sur une plainte en te disant écoute, la réunion elle ne se passe pas ici, parce qu'on a envie de te dire remets-toi dans la réunion sans te mettre une fiche en te disant une réunion c'est important de suivre 100% du contenu. Non, on est à la place de nos clients parce qu'on est passé par là, parce que ça nous arrive encore de passer par là. Et donc on essaie de faire en sorte que par exemple pour les téléphones portables, moi, la tentation, elle est toujours grande de prendre mon téléphone au bout de 5 minutes. Eh ben non, j'essaie de mettre mon téléphone dans le garage à smartphone, il charge. Et c'est une somme de petits points comme ça où on se dit, on est de votre côté. On est nous aussi des clients, on est aussi des utilisateurs. Et donc, apprenons ensemble à moins se réunir, mais à mieux le faire. C'est génial. Et est-ce qu'il y a une personne
chez vous qui est responsable d'écrire toutes ces petites phrases, de trouver, un peu comme il doit y avoir chez Carambar, celui qui trouve les blagues de Carambar? Est-ce qu'il y a celui qui trouve les phrases punchy, les punchlines à écrire au mur, sur les toilettes, partout? Bah, c'est marrant, Carambar, ça me fait me dire que peut-être qu'on devrait demander à tout le monde, parce que Carambar, c'est souvent Olivier, 6 ans, qui balance sa petite blague. On devrait peut-être poser la question à notre communauté. Ouais, les petites phrases, c'est parti d'un délire que j'ai eu un soir, la première année, en me disant tiens, ce serait cool qu'on fasse ça. Et j'ai passé 3 heures sur mon ordi à écrire les petites phrases. Et depuis, on a quelqu'un qui s'en occupe chez nous. C'est pas son taf à temps plein. Et on a aussi quelqu'un qui est notre responsable succès, dont le rôle est plus généralement de se demander comment est-ce qu'on accompagne nos clients pour qu'on les mette pas simplement dans un environnement super quali où on les sort de leur cadre en leur disant on reste juste à côté de vos bureaux mais vous serez complètement ailleurs. Comment est-ce qu'on fait, en plus de ces lieux, en plus de ce service qu'on essaie de rendre le plus poussé, le plus quali possible, pour les accompagner aussi sur le contenu, en leur disant une réunion, ça se réussit mais ça se rate aussi, voilà les quelques choses à faire ou à ne pas faire, voilà comment on peut vous accompagner, voilà nos experts, ainsi de suite. En quoi est-ce que la crise de 2020 a rendu votre modèle encore plus pertinent que jamais? Est-ce que vous faites le pari de vous dire qu'on va se réunir, on va télétravailler de plus en plus, donc se réunir de moins en moins, mais quand on le fera, ça sera sur des temps qui seront de meilleure qualité? 2020, ça a été une sacrée année. Sacrée année, dure pour tout le monde. Et sur notre marché spécifiquement, c'est une opportunité incroyable parce que toutes les tendances qu'on sentait et sur lesquelles on a placé Comet il y a 5 ans se sont accélérées. Et on a vécu un fast-forward de 10 ans. Et surtout, il y a une vérité générale qui a été remise en question et qui a été ébranlée. C'est la vérité générale selon laquelle, parce que tu as une entreprise, parce que tu as des équipes, alors tu dois proposer un poste de travail et des bureaux à chacun. Et en fait, aujourd'hui, on a le droit de se poser la question, de savoir si c'est vrai pour nous ou non. Tandis que jusqu'à maintenant, celui qui se disait « les bureaux, c'est pas pour moi », il passait plus pour un hurluberlu ou un visionnaire plutôt incompris. Ouais, ils étaient assez peu nombreux. Il y avait quelques-uns des gourous du télétravail, mais ils étaient peu nombreux. Exactement. Et donc là, ce qui est génial, c'est que grâce à 2020, on arrive dans un monde où tous les choix seront possibles le long d'un continuum, avec 2 extrêmes. Est-ce que tu veux garder du bureau et faire venir tes équipes 5 jours par semaine au bureau, comme par le passé? Est-ce que, à l'inverse, tu ne veux plus de bureau et un continuum avec naturellement beaucoup de cas intermédiaires, typiquement l'hybridation, 2 jours au bureau, 3 jours en télétravail ou l'inverse, et avec des questions à chaque fois très différentes qui vont se poser. Si tu gardes tes bureaux et si tu décides, post-Covid-19, de faire revenir tes équipes tous les jours au bureau ou quasiment tous les jours, on va dire 3 jours et demi à 5 jours par semaine, tu vas devoir répondre à une question et qui sera plutôt une question posée par tes employés, qui sera pourquoi est-ce que tu me demandes de revenir alors que pendant 1 an j'ai télétravaillé, ça s'est plutôt bien passé et en fait moi j'ai pas envie de revenir 5 jours par semaine, je veux revenir 2 jours par semaine. Donc tu devras expliquer pourquoi le bureau est un vrai lieu de destination et pourquoi est-ce qu'il apporte beaucoup plus que ce qu'on a tous chez nous. De l'autre côté, autre extrême du spectre, moins tu auras de bureau, moins les équipes se verront et plus tu seras dans une situation à l'IBM il y a 20 ans où tu perdras ta capacité d'innovation et tu seras peut-être plus productif mais tu arriveras moins à collaborer, voire plus du tout à collaborer et surtout, la chose qu'on perdra, c'est le sentiment d'appartenance. Parce que, et je finis là-dessus, mais ce qu'on a réalisé en 2020 finalement, c'est qu'il y a 3 briques qui constituent notre travail. Ouais. Il y a la production. Toi et moi, on avance chacun de notre côté sur du contenu et on a besoin de ne pas être dérangé. On le fait beaucoup mieux à distance et en télétravail parce qu'il n'y a personne pour nous déranger. Donc là, on n'a pas du tout besoin du bureau, mais surtout pas de l'open space. Non, tu peux souhaiter aller au bureau, mais c'est tout sauf une obligation. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu trouves le meilleur endroit où tu sois dans une bulle. Est-ce que c'est à côté de chez toi, est-ce que c'est chez toi, est-ce que c'est au bureau? À toi de voir, mais ça peut très bien être chez toi. Deuxième tâche après la production, c'est la collaboration. Toi et moi, on met en commun nos travaux et on s'aligne sur les prochaines étapes. Et ça, tu peux le faire à distance. Mais ce qu'on a aussi réalisé en 2020 avec la visionnite aiguë, c'est qu'il y a un moment où tu ne peux pas le faire. Tu peux le faire jusqu'à un certain point. Et enfin, tu as cette création de lien et ce maintien du lien de l'organisation. Et ça, à distance, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas en mettant un emoji sur Slack que tu vas pouvoir vraiment garder un lien. Et donc ça, il faut le faire en présentiel. Et ce sera à chaque boîte de décider quelle est la pondération qu'elle veut mettre sur ces 3 dimensions en termes d'immobilier. Et du coup, un chef de projet ou un RH, en tout cas une personne qui prend la décision de dire on va avoir des bureaux ou pas de bureaux, ce qu'elle doit être capable de faire très très bien, c'est de compartimenter, de dire dans votre semaine, vous avez telle tâche qui nécessite d'être dans tel lieu et telle autre tâche qui nécessite d'être dans tel autre lieu. Ça va être ça finalement la clé pour pouvoir piloter la taille des bureaux qu'on va garder et puis où vont se trouver les différentes personnes. Exactement. Et ce ne sera jamais parfait. Tu ne pourras pas te dire j'ai 2 journées où je ne prends aucun call et je ne fais que de la production et j'ai 2 journées où je ne fais pas de production. La vérité est toujours plus nuancée que ça, mais ce qui fait que si tu décides en tant qu'entreprise de garder une partie seulement de bureau, eh bien alors la production se fera davantage à domicile et
le moment, et en fait le bureau deviendra une réunion. Tu iras au bureau pour être en réunion, qui sera une réunion de contenu, ou qui sera un moment d'échange informel, ou qui sera un moment d'échange avec toute ton équipe, mais ce sera une réunion. Le futur du travail, c'est de la réunion, c'est un meeting. Et à côté de ça, si tu es dans une entreprise où vous gardez de l'immobilier et vous gardez vos bureaux, alors il faudra créer au sein même de ces bureaux des espaces bulles où tu puisses vraiment recréer cette zone cocon où personne ne te dérangera. Complètement. Et alors, sur cette année 2020 qui a été marquée par des transformations immenses sur le marché de l'immobilier de bureau comme il n'y en a jamais eu, qu'est-ce que ça a été la réaction à court terme de vos clients? Et puis surtout, après, comment est-ce qu'ils ont, parce que là on est quasiment à 1 an après le début de la pandémie, comment est-ce qu'ils ont réagi pendant cette année et comment est-ce qu'ils voient la suite? Est-ce qu'ils ont pris cette décision pour aller vers de l'hybridation ou est-ce qu'ils sont encore un peu hésitants en disant bah, on verra, on attend? Comment ça se passe pour les clients? La réponse est assez différente suivant à la fois la taille de boîte et aussi suivant l'ADN. Parce qu'en fin de compte, le fait de décider de garder ou non des bureaux, ce n'est pas juste une décision économique ou immobilière, c'est une décision de management. C'est est-ce que je décide que je préfère quand mes équipes sont à côté de moi parce qu'on collabore mieux, parce que plein de choses, ou est-ce qu'au contraire, je laisse la porte ouverte à un nouveau modèle? Et en fin de compte, donc, les entreprises auxquelles on est confronté, on réagit de façon assez différente. Les startups et scale-up ont eu tendance à beaucoup plus vite se dire en fait, nous, on décide de rendre nos bureaux ou de rendre une partie de nos bureaux parce qu'elles sont plus agiles, parce que le fait d'avoir une structure de coût aussi désépaissie que possible est crucial pour toutes les startups dans cette période. Donc, celles-là ont plus décidé d'aller plus rapidement vers des modèles hybridés, même s'il y en a certaines qui se disent je garde mes bureaux et je ne changerai rien, quand d'autres décident de passer en full remote. À côté de ça, les grands groupes ont initié la réflexion, et c'est une réflexion qui va probablement plutôt s'ancrer dans la durée. Et je pense que c'est plutôt l'année 2021 qui va permettre à ces grands groupes d'aboutir un peu à une stratégie immobilière en se disant bon, en 2020, on a commencé à lancer des projets, on a interrogé nos équipes, on a interrogé les instances représentatives du personnel. 2021 sera l'année de la décision. Ouais, il faut prendre des décisions parce que peu importe où on va aller, dans tous les cas, on ne travaillera plus de la même façon qu'en 2018-2019. Il va falloir évoluer vers autre chose et autant qu'on puisse tirer les conséquences et apprendre de ce qui s'est passé en 2020 et pas revenir bêtement à ce qu'il y avait avant. Ou en même temps se dire, moi j'ai des entreprises en tête qui se sont dit on va du coup liquider tous nos bureaux, on va passer complètement en télétravail. Puis en interrogeant les personnes, se sont dit en fait ce serait quand même pas mal qu'on garde quelque chose ou du moins des temps forts dans lesquels on se retrouve. Ouais. Et des boîtes qui se disaient bah nous, il n'y a pas de problème, on sait faire du télétravail, ça fait longtemps qu'on le fait, se sont dit finalement le bureau c'est pas si mal. Et il y en a quand même très peu qui peuvent fonctionner à 100% en télétravail, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et n'importe quelle entreprise a besoin de moments pour, encore une fois, collaborer ou recréer du lien. La fréquence va dépendre de la boîte, ça va dépendre aussi des équipes au sein d'une boîte. Des équipes de commerciaux ou de créa auront peut-être plus fréquemment besoin de se voir que des équipes de tech, même si chacune de ces équipes aura besoin de se voir en équipe et au niveau macro en tant qu'entreprise. Mais donc, ce qui est passionnant, c'est de voir que justement, chacun choisit un peu où est-ce qu'il place les curseurs. Et cette année, les décisions vont être prises. Et nous, on voit déjà des signaux faibles depuis 6 mois avec des entreprises qui viennent nous voir en disant « je vais rendre mes bureaux, mais je n'aime pas, exactement comme tu le dis, cette situation extrême. Et donc, je veux à la place garder un moment de retrouvailles toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec mes équipes. Et dans ce cas, est-ce qu'on peut avoir un abonnement chez vous ?» C'est intéressant. C'est l'une des réponses. Ce n'est pas le futur du travail, c'est l'une des réponses pour certains à ce qu'est le futur du travail. Et vivre 10 000 réunions différentes parce que vous avez des tonnes de salles dans tous les sens qui sont chacune avec une ambiance en plus spéciale. Et pour les entreprises qui, elles, gardent leur bureau, par contre, vous avez aussi lancé une offre un peu nouvelle, j'ai l'impression, Comet Hospitality. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors là-dessus, ce qui est assez marrant, c'est qu'on sentait la tendance, je te le disais en préambule, il y a un problème de flexibilité et de manque de services dans l'immobilier. On s'est trop longtemps dit dans l'immobilier tertiaire, et pour plein de bonnes raisons, qu'il suffisait de livrer un mètre carré loué sur une durée très longue à un utilisateur pour qu'il l'accepte et que ça lui suffise. Alors qu'en réalité, il faut amener plus de flexibilité, parce que moi, entreprise utilisatrice, j'aurais besoin à la marge de prendre un peu de surface, d'en rendre un peu. Ce ne sera pas du tout au tout, mais ce sera marginal, mais j'en ai besoin. Et j'ai besoin de services parce que ce qu'on se dit un peu en filigrane depuis tout à l'heure, c'est que le lieu de travail, l'environnement de travail sont devenus depuis quelques années, avant le Covid, l'un des facteurs clés de l'attraction et de la rétention des talents. Et post-2020, ça devient le facteur clé. Parce que le fait de savoir si tu as un lieu de travail ou non est déjà un critère clé si demain tu dois postuler quelque part. Et ensuite, savoir à quoi va ressembler ce lieu de travail et qu'est-ce que tu vas y vivre va être absolument nécessaire. Et donc l'offre qu'on a développée, Hospitality by Comet, on l'a développée en fait il y a 2 ans. Et on commençait à éduquer avec notre petit bâton de pèlerin des propriétaires. En tout cas, on commençait à discuter avec eux en leur disant il faut amener cette flexibilité et ce service.
Et vu que c'est déjà ce qu'on fait dans nos bâtiments, on peut le faire avec vous, chez vous, dans vos actifs, pour vos utilisateurs. Et là, en fait, on a connu depuis la mi-2020, on a connu une accélération énorme de ce besoin, parce que les propriétaires et bientôt aussi les entreprises utilisatrices post-prise de décision cette année se disent qu'ils ont besoin d'amener cette flexibilité et ce service. Et donc, en gros, ce qu'on leur propose, c'est du service pour les employés et de la flexibilité. Les services pour les employés, c'est tout ce qui va faire que toi, en tant qu'employé de n'importe quelle entreprise, tu vas sentir quelque part que tu rentres dans un environnement à la GAFAM dans tes bureaux, mais sans que ce soit estampillé GAFAM. Il faut que ce soit adapté à l'ADN de ton entreprise, mais pour autant sentir que tu es choyé. Et la flexibilité, c'est comment proposer ce matelas de flexibilité avec des salles de réunion réservables à la demande via un applicatif super intuitif, des postes de travail réservables aussi, tout ça dans une même unité, dans un même écosystème qu'est le bâtiment dans lequel tu as ton bureau. Qu'est-ce que c'est pour toi le future of work? Vaste question. Déjà, je pense que c'est plus le future of work, je pense que c'est le present of work. Et je pense que c'est assez excitant de voir cet effet accélération. Et qu'est-ce que c'est pour moi? Je pense qu'il faut le regarder à différents niveaux. Tu as la maille individuelle, pour toi, pour moi, pour quelqu'un d'autre, à la maille de l'entreprise et à la maille de la ville. À la maille individuelle, le future of work, qu'est-ce que c'est? Ça veut concrètement dire qu'on va devenir, nous, des consommateurs d'immobilier et qu'on va devenir de vrais clients. Et qu'on choisira demain l'entreprise dans laquelle on ira travailler pour son environnement de travail et qu'on sera un vrai client exigeant et que finalement, on va déraper vers du B2C quelque part. Le monde du travail va devenir un espace, je pense, B2C. À la maille de l'entreprise, le future of work devient un impératif, à la fois d'un point de vue économique pour adapter sa structure de coûts à un monde changeant parce qu'on a toujours vécu dans l'incertitude, mais 2020 nous a montré qu'elle pouvait nous faire très mal. Et donc, comment est-ce que ce future of work est flexible et me permet, moi, entreprise, de mieux absorber ces chocs qui m'environnent, mais également, comment est-ce que ça devient un vrai facteur d'attraction pour mes talents? Parce que garder talent, et donc surtout garder talent à l'échelle mondiale maintenant, donc ça devient forcément clé. Exactement, ça devient absolument clé. Et d'ailleurs, il y a la question qui se pose aussi pour les propriétaires, le future of work devient un impératif. Le future of work devient l'impératif d'amener ces services, cette flexibilité, parce que demain, continuer de considérer qu'un mètre carré de bureau va se louer simplement parce qu'il est bien placé et qu'il a été bien rénové, je pense que ce sera un peu illusoire. En tout cas, ça va le devenir de plus en plus. Et donc, il faudra, pas forcément tout changer, mais il faudra aller un peu plus dans ce chemin. Donc finalement, le future of work, c'est un produit de consommation pour un employé, c'est un besoin pour une entreprise utilisatrice, c'est une nécessité de le proposer aux entreprises pour des propriétaires. Et ensuite, à la maille de la ville, là, ça nécessiterait des heures de discussion et je n'ai pas la réponse naturellement, mais je pense qu'on va aussi assister à des changements mineurs, mais dans les flux au sein d'une ville et peut-être même sur la balance entre les surfaces résidentielles et les surfaces de bureaux. Donc, on n'en est qu'au début, mais je pense que ça va surtout être un sujet passionnant. Complètement, on a de belles années devant nous. Quand on regarde 2020, comment ça s'est déroulé, les tendances que ça a pu accélérer et prendre visible et puis lancer pour la suite, ça va bien avancer. Pour conclure cette discussion, j'aimerais te poser une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui donne du sens à ton travail? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie chaque matin? Tu sais, des gens introvertis, des gens extravertis et ça pose un peu la question de savoir de quoi est-ce que tu tires ton énergie. Moi, je la tire du fait d'être en permanence en mouvement et à la fois de rencontrer en permanence des gens nouveaux avec qui on peut avoir des discussions intéressantes, refaire le monde ou juste parler d'un projet concret. Donc, c'est rencontrer de nouvelles personnes et avoir des projets. Et ce que je trouve génial avec Comet, c'est que toute l'équipe a fait preuve d'une telle… dans une année compliquée, parce que nos bâtiments sont restés fermés les 2 tiers de l'année dernière, ça on ne le dit pas, mais pendant une année compliquée, l'équipe a su faire preuve d'une créativité et d'une énergie de dingue. Et donc, ce qui me donne la pêche, c'est de voir justement qu'on continue d'avancer et qu'au contraire, je pense que 2020 dans notre histoire restera la plus belle opportunité qu'on aura eue. Donc ça, c'est ce qui m'excite. Et ce qui me plaît aussi profondément, c'est qu'on parle de sujets qui nous parlent à tous. Et concrètement, aller au bureau et vivre une expérience désagréable ou ne vivre aucune expérience et aller en réunion et profondément avoir l'impression qu'on est en train de perdre son temps, c'est, je pense, l'un des mots les plus répandus de notre siècle pour des populations qui bossent dans du bureau. Et donc, ce qui me plaît profondément, c'est qu'on est en train d'essayer modestement à notre petite échelle, mais de répondre à ce gros problème en se disant « arrêtons, ça fait 100 ans qu'on fait ça, et si on voyait les choses un peu différemment ?» Complètement, et puis c'était une belle mission que vous aviez déjà en 2016, mais là elle est rendue indispensable parce qu'on n'acceptera plus jamais de se rendre au bureau comme on le faisait avant. J'espère. Merci pour tous ces partages, Victor. Merci à toi.